La radio est aujourd'hui considérée comme un simple objet de divertissement, mais elle a quand même permis un profond bouleversement dans notre société. Elle a permis à la population la plus isolée d'avoir accès à l'information et à la culture. Aujourd'hui, elle nous permet d'avoir Internet et de faire beaucoup de choses sans avoir à se déplacer. La radio est partout autour de nous, elle influe sur nos vies tous les jours, même si beaucoup de monde ne s'en rend pas compte. Tout objet du quotidien qui fonctionne sans fil est en réalité basé sur le principe de la radio. Alors si comme moi, l'histoire de la radio vous semble complexe et floue, voici mes travaux qui ont pour objectif de la simplifier et de mieux la comprendre. Ce qui m'a toujours interrogé, c'est d'entendre que les premières émissions de radio étaient des bulletins météo lus par des militaires pour des agriculteurs. J'ai du mal à imaginer les militaires prendre de leur temps pour diffuser des bulletins météo pour des agriculteurs qui de toute façon n'avaient pas de récepteur de radio. Et pourtant, c'est pas complètement faux. Enfin, il faut replacer quand même tout ça dans le contexte et surtout éviter les raccourcis réducteurs pour que tout s'explique. Alors les Ferrier, Marconi, Ducretet, Edison, Branly et autres Popov, Galetti, Forrest, Lévy, Tesla, qui sont-ils, quand ont-ils vécu et qu'ont-ils réellement inventé? Alors c'est un peu long, mais je vais essayer que cela reste compréhensible et surtout pas trop prise de tête. Alors, si vous aimez l'histoire et en plus la radio, ça devrait vous intéresser. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser d'où viennent les informations que j'ai utilisées et comment j'ai procédé. Alors j'ai à cœur de fournir à nos visiteurs des faits qui sont basés sur l'histoire, la vraie histoire. Alors pour retracer l'histoire de la radio, je me suis basé uniquement sur des textes issus d'ouvrages de la bibliothèque du musée, sur des archives officielles et les travaux d'un professeur d'histoire, M. Pierre Clairefeuille. Toutes les sources sont citées en description, vous pouvez aller vérifier par vous-même. En revanche, je n'aborde que les détails qui ont été vérifiables. Tout ce qui est écarté ou volontairement passé sous silence, c'est parce que soit je n'ai pas trouvé de documents d'archives officiels, soit parce que je n'ai pas trouvé d'autres informations pour les recouper. Moi, j'ai calqué ma méthode de recherche sur celle utilisée par les historiens. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, elle consiste à faire des recherches dans des livres et non pas sur Wikipédia et de recouper les informations avec plusieurs sources officielles telles que des archives par exemple. Les livres sont choisis également avec des auteurs sérieux et réputés qui citent leurs sources. Alors ça permet d'être quasiment sûr de l'authenticité des faits apportés. C'est très long. C'est fastidieux, c'est des centaines d'heures de lecture et de recherche, de fouilles dans les documents, mais c'est passionnant et surtout je voulais être au plus proche de la réalité. Alors pourquoi refaire ce qui a déjà été fait? Eh bien au départ c'est uniquement pour moi que j'ai fait ces recherches, je n'avais pas d'autre objectif que d'acquérir des connaissances fiables afin d'apporter des informations crédibles aux visiteurs du musée. L'histoire de la radio sur Internet, c'est parfois des raccourcis réducteurs basés sur Wikipédia ou sur des idées reçues sans fondement. J'ai horreur de ça. Je suis bien conscient que l'histoire de la radio, c'est comme la technique, ça n'est plus du tout à la mode, mais moi j'aime ça. Maintenant que cela est dit, rentrons sans plus tarder dans l'histoire de la radio en France. Alors bien sûr, il serait également réducteur et complètement faux de penser que l'histoire de la radio est purement française. Mais il serait beaucoup trop long de tout aborder ici. En réalité, la radio n'était pas prévue pour communiquer. Lorsque M. Branly a mis au point son cohéreur, les applications qui en découleraient étaient très incertaines et seulement la commande à distance semblait être une possibilité réaliste. C'est Marconi qui a osé l'impensable, communiquer sans fil. Mais d'abord, plantons le décor. Alors, nous sommes à la fin du 19e siècle, le télégraphe et le téléphone fonctionnent par des câbles. Alors, pour rappel, voici quelques dates. 1838, année de naissance du télégraphe électrique. 1876, le téléphone. 1880, naissance des premières centrales hydroélectriques. 1881, naissance de la lampe à incandescence. 1882, le moteur à champ magnétique tournant. 1887, découverte des ondes radioélectriques.
Alors quelques savants par-ci par-là font des découvertes en lien avec l'électricité et le magnétisme. Leur but était de comprendre et d'expliquer ces phénomènes. Puisque nous nous intéressons à l'histoire de la radio, prenons Heinrich Hertz comme point de départ. Alors en 1889, Heinrich Hertz fait la démonstration qu'il était possible de transporter un signal simple, sans fil, sur une faible distance. Alors pour cela, il a utilisé les travaux de plusieurs autres chercheurs et mis au point un montage qui rayonne un signal. Il utilise une bobine de Rumkopf, une batterie et surtout met au point un oscillateur qui permet de produire une grosse étincelle sur un éclateur constitué de 2 sphères. Alors cela provoque une variation électrique à forte vitesse, ça s'appelle une oscillation à haute fréquence. En 1890, Édouard Branly travaille sur l'expérience de Hertz et découvre un phénomène étrange avec de la limaille de fer contenue dans un tube de verre qui réagit aux oscillations générées par l'oscillateur de Hertz. L'histoire retiendra le nom de cohéreur, mais M. Branly avait horreur de ce nom et préférait radioconducteur. Il n'empêche que ce radioconducteur est capable de réagir aux ondes hertziennes en devenant conducteur et permet à un électroaimant de s'activer. Alors, pour une bonne compréhension, faisons un petit résumé. Grâce aux travaux de Hertz, on sait rayonner un signal sur une faible distance et grâce à M. Branly, on sait recevoir un signal pour activer un électroaimant mais toujours sur une faible distance. Le professeur Albert Turpin qualifie ces découvertes de procédés inutiles, alors que sur Wikipédia, il est l'inventeur de la TSF. Le but de Hertz et Branly à ce stade n'est pas de créer des inventions, mais d'expliquer des phénomènes liés à l'électricité et au magnétisme. N'en déplaise au professeur Turpin, c'est bien ce qu'ils ont fait, non ? Un certain Nikola Tesla va perfectionner ce système dans le but de réussir son vieux rêve de distribuer de l'électricité sans fil. C'est M. Marconi qui va oser l'impensable donc, parce que oui, il faut le dire, à cette époque communiquer sans fil, c'est impensable et impossible. Et pourtant Marconi, lui, il est sûr d'y parvenir. D'ailleurs, en utilisant les travaux de Popov sur le paratonnerre relié au cohéreur qui pouvait prédire l'arrivée des orages, il améliore la portée du rayonnement du signal et imagine alors utiliser l'alphabet Morse par radio et ainsi fonder une entreprise de communication mondiale qui transmettrait des télégrammes partout sur la planète. Alors soulignons que Marconi n'était ni professeur, ni ingénieur, ni chercheur, comme certains le disent, mais très malin, audacieux, riche et surtout passionné. Cela n'enlève évidemment rien à son génie. Et il parvient, lors de ses premiers essais, à réaliser une liaison télégraphique sans fil sur une distance de 2000 mètres. En 1897, il atteint une distance de 54 km entre l'émetteur et le récepteur, ce qui est déjà une très belle performance. Alors Marconi va présenter ses travaux au gouvernement italien, mais bon, il l'envoie retourner jouer dans le grenier de ses parents. Heureusement, il est plein de ressources et de persévérance et il se tourne vers les Anglais qui, pour eux, trouvent cette invention intéressante et lui proposent de déposer un brevet. Il fondera la même année la Wireless Telegraph and Signal Company. En 1899, il réalise une liaison télégraphique au-dessus de la Manche entre Wimereux et Douvres et en 1901, il réalise devant témoins une liaison de 3500 km. Alors, lors des essais de 1899, entre Wimereux et Douvres, une délégation militaire française était venue assister à la démonstration afin de se rendre compte de l'efficacité de la TSF. Convaincus par ce qu'ils ont vu, le capitaine Ferrier sera désigné pour procéder à des tests pour l'armée française. Alors un très léger retour en 1897, juste le temps de vous dire que cette année-là, Eugène Ducretet se lance dans l'étude de la TSF. Son entreprise est spécialisée dans la construction d'appareils de physique et aussi d'accessoires pour la TSF. Il se lance à son tour dans leur expérimentation pour probablement accroître ses compétences pour ses propres constructions. Eugène Ducretet a contribué à de nombreuses améliorations de la distance parcourue par un signal à haute fréquence. Avant Marconi, Ducretet cherche à améliorer le rayonnement d'un signal et c'est grâce aux travaux de Lodge et de Tesla qu'il y parvient.
Revenons aux essais militaires. Le capitaine Ferrier dirige la toute nouvelle école de télégraphie militaire depuis 1897. En 1899, il procède à des essais depuis des dirigeables. Comme ceux-ci sont gonflés avec un gaz hautement inflammable et que la station télégraphique de l'époque fonctionne en produisant des étincelles, et bien vous imaginez le résultat. Au premier coup de manipulateur télégraphique, le ballon se transforme en signaux de fumée. Bon, j'exagère un peu, mais des accidents graves ont conduit à changer de procédé. Bien entendu, différents systèmes ont été testés pour confiner l'étincelle, mais cela restait quand même extrêmement dangereux. Pour éviter tout accident, la station télégraphique reste au sol et c'est l'antenne longue de plusieurs centaines de mètres qui sera fixée sous un gros ballon pour prendre de l'altitude. L'utilisation du ballon comme support d'antenne pose cependant vite problème, surtout les jours de vent. Alors pas besoin d'un fort coup de vent, avec une longueur de plusieurs centaines de mètres de câble, plus un énorme ballon, une brise commence à devenir une sérieuse contrainte. Le capitaine Ferrier cherche une autre solution et aimerait pouvoir installer ses antennes sur un emplacement fixe et stable. Mais ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, c'est une période expérimentale et les théories ne sont pas encore définies. La notion de longueur d'onde est connue, mais pas tout à fait mise en application pour le calcul de la longueur d'une antenne, par exemple. D'ailleurs, on ne parle pas d'antenne, mais de collecteur d'ondes. L'idée à cette époque, c'est de mettre une longueur conséquente de câble le plus haut possible et d'envoyer le plus de puissance possible. Les premiers émetteurs sont à étincelles et demandent beaucoup d'énergie, augmentée par une bobine d'induction. Il s'agit d'une génératrice à haute fréquence, une sorte de moteur qui génère un champ magnétique tournant à haute vitesse. La Terre joue un rôle mal connu, mais paraît déjà indispensable. La puissance des émetteurs est définie sur la base du cheval et non pas du watt comme aujourd'hui. C'est-à-dire que le premier émetteur de la Tour Eiffel, par exemple, a une puissance de 70 chevaux, environ 40 kW. L'émetteur de Marconi avait une puissance de 250 chevaux, mais si j'ai bien compris les documents que j'ai lus, son antenne était bien moins performante que celle de la Tour Eiffel, justement à cause de celle-ci, qui, je vous le rappelle, était la plus haute tour construite par l'homme dans le monde à cette époque. Les récepteurs sont également très simples, un collecteur d'ondes, un radioconducteur à limaille, un relais télégraphique et une prise de terre. Les signaux télégraphiques de l'époque ne sont pas audibles, mais visibles, si je peux faire cette comparaison. Les dépêches télégraphiques sont inscrites sur une bobine de papier à l'aide d'un marqueur actionné par le relais du récepteur. Un grand nombre de chercheurs, de savants et de physiciens font des expérimentations individuellement et s'échangent régulièrement les résultats de leurs découvertes. C'est ainsi que la technologie de la radio est née. Citons par exemple Popov, Branly, Rumkov, Lunge, Tesla, Marconi, Ducretet, Ferrier, mais il y en a d'autres comme Galetti qui a été volontairement écarté de l'histoire alors qu'il a joué un rôle important dans le domaine des communications télégraphiques à grande distance. Il a eu le seul défaut de faire de l'ombre à Marconi et surtout il a joué de malchance. Marconi qui avait des relations a utilisé celle-ci pour mettre Galetti hors circuit. Je ferai un sujet spécifique sur ce grand homme qui était lui aussi un pionnier de la radio. En attendant, si vous désirez en savoir un peu plus, il y a un musée qui est dédié à Galetti, pas très loin de Lyon, à Saint-Maurice-de-Rotrins. Et M. Galetti avait une station télégraphique transatlantique sur cette commune dans la région Rhône-Alpes. Ce musée est partenaire de la Route des Ondes. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet de la Route des Ondes. Nous allons maintenant parler de la Tour Eiffel, puisqu'elle a joué un rôle très important dans l'histoire de la TSF. C'est sur le terrain du Champ de Mars qu'elle sera érigée pour l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Ce terrain appartient à la ville de Paris et il est laissé à la disposition des militaires pour faire des manœuvres. Mais régulièrement, il sert aussi pour diverses expositions. C'est une zone qui n'est pas vraiment aménagée, mais qui n'est pas non plus laissée en friche. La tour de M. Eiffel sera construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours.
mais elle est prévue pour rester en place seulement pour 20 ans. Jugée inutile et disgracieuse, elle a eu de nombreux détracteurs qui ont tout fait pour la voir disparaître. Monsieur Eiffel a réalisé la plus belle œuvre de sa vie à ses yeux et il fera tout pour que la tour reste debout. Alors il exploite la tour en la faisant visiter et d'ailleurs il la rentabilise en seulement 6 mois. Pour lui, la tour a une utilité. Il fait installer divers laboratoires au 3e étage. Haute de 300 mètres, elle se prête parfaitement pour des recherches sur la météo et aussi l'aviation. Il installe même un bureau au 3e étage et non pas un appartement comme on le lit un peu de partout. Ce bureau permet de recevoir des invités, des savants, de faire aussi des expériences et il semblerait que ce grand bureau est également disposé d'un lit utilisé pour se reposer lors des expériences de nuit. Et c'est certainement à cause de cela que ce bureau sera confondu avec un appartement. Le 5 novembre 1898, Eugène Ducretet fait des expérimentations de liaison télégraphique depuis le sommet de la tour. Ainsi, il réalise une communication entre la tour et le Panthéon, où sont ses ateliers, afin de démontrer que la TSF est fiable et que les accessoires qu'il commercialise pour la TSF sont performants. L'année suivante, c'est avec Londres qu'il va communiquer depuis la tour. C'est d'ailleurs lui qui va suggérer au capitaine Ferrier d'utiliser la tour comme support pour l'antenne de la station télégraphique. Bien sûr, M. Eiffel, qui est persuadé que la TSF a un grand avenir, met sa tour à disposition de l'armée et même participe financièrement à l'installation de l'antenne. L'installation des câbles d'antenne depuis le sol est facile et permet des liaisons performantes. Ferrier met au point un détecteur électrolytique plus performant que le radioconducteur de Branly, qui avait un gros défaut. C'est le petit choc nécessaire pour le remettre en position de détection. De plus, la sensibilité aux signaux n'était pas exceptionnelle. Marconi va aussi développer un détecteur magnétique de son côté, qu'il utilisera sur toutes les stations télégraphiques de son futur réseau. La station télégraphique du Champ de Mars ne sera pas installée au sommet de la tour comme certains le prétendent, mais dans des baraquements au pied du pilier sud. La première antenne est érigée parallèlement à la Seine et elle est constituée de 2 câbles seulement. L'année suivante, il peut communiquer avec les forts de l'Est à 400 km de distance, puis avec la base navale de Bicêtre en Tunisie. Cette période d'essai permet de constater qu'une station télégraphique installée sur la tour Eiffel serait un bon point stratégique particulièrement efficace. En 1907, le capitaine Ferrier propose un projet de station télégraphique militaire permanente sur le Champ de Mars. Des pourparlers sont engagés entre l'état-major et la ville de Paris, propriétaire du terrain. La ville de Paris avait en projet pour ce terrain de réaliser un parc aménagé. L'état-major retourne la situation en prétextant que les travaux d'aménagement de ce parc pourraient dissimuler les installations militaires ultra sensibles sous le Champ de Mars. Les discussions ont été longues, mais elles vont permettre de sauver définitivement la tour Eiffel. La ville de Paris a dû faire d'énormes concessions parce que le projet du parc prévoyait la destruction de la tour. De nouveaux quartiers étaient en train de sortir de terre dans l'environnement immédiat du Champ de Mars et une station télégraphique à étincelles aussi puissante que celle des militaires faisait déjà beaucoup de bruit. La municipalité donne son accord pour le projet militaire mais impose d'énormes contraintes afin de limiter les nuisances sonores et visuelles pour les riverains. Les travaux ont commencé au printemps 1908 et se terminent à la fin de cette même année. Alors que l'installation des premiers appareils débute dans le bunker flambant neuf, une inondation recouvre la quasi-totalité du Champ de Mars et noie le bunker. D'énormes travaux seront nécessaires pour remettre les locaux en l'état, ce qui retardera de plusieurs mois l'installation des militaires. Et ce n'est qu'en août 1909 qu'enfin, ils prennent possession des locaux et installent la station télégraphique de la tour Eiffel. Elle sera opérationnelle début 1910. Elle deviendra la station télégraphique la plus perfectionnée et la plus moderne d'Europe. Différentes stations militaires sont réalisées sur le territoire et toutes entendent parfaitement la station de la tour Eiffel. Ferrier va faire de nombreux essais de puissance afin de réaliser des liaisons télégraphiques de plus en plus loin.
Dans les rangs des officiers militaires, la TSF n'a pas encore bien vu et ne représente pas encore une technologie aussi fiable que le pigeon voyageur. Et d'ailleurs, en 1908, les pigeons voyageurs sont encore le principal moyen de communication à grande distance pour l'armée, malgré les performances atteintes par le capitaine Ferrier et ses sapeurs. La télégraphie du Champ de Mars est entièrement réalisée par les hommes du capitaine Ferrier et ils cherchent en permanence à la faire évoluer. Alors l'antenne est constituée de 6 brins d'un diamètre de 5 mm, dont une extrémité est fixée à 290 mètres de haut sur la tour. L'autre extrémité est fixée sur des poteaux de 2 mètres le long de l'actuelle rue Saint-Dominique. Les 6 brins sont reliés en pas de doigt au-dessus de la cour intérieure, à 50 mètres au-dessus du bunker. À l'entrée du poste, le câble est en cuivre et il fait 22 mm de diamètre. La prise de terre de l'antenne se compose de plusieurs plaques en cuivre et zinc enfouies sous la dalle des émetteurs et des transmissions, représentant une surface d'environ 600 mètres carrés. Le bunker se compose de 3 parties principales. La première salle, c'est l'émetteur, qui a des murs très épais, non pas pour résister au bombardement, mais pour confiner le bruit de l'émetteur très puissant. Elle se trouve au plus près de la tour Eiffel. La deuxième partie, c'est la salle des transmissions. C'est là que les sapeurs transmettent et reçoivent les messages. La troisième partie est réservée pour les essais et entreposer du matériel. Une zone est également prévue pour l'hébergement du personnel, soit environ une vingtaine de personnes. Alors une précision sur un point obscur. Dans les archives, la description du bunker dit précisément ceci. 3 salles, une pour les essais, une pour la réception et une autre pour la haute tension. Nous savons grâce à d'autres descriptions que la salle de la haute tension, c'est celle qui héberge l'émetteur. En revanche, là où il y a interprétation de notre part, c'est la deuxième salle qui est nommée la salle de réception. Il est vraisemblable que la transmission des messages se fasse aussi de cette salle. Nous savons toujours, d'après d'autres documents, que tous les sapeurs présents sur le site n'avaient pas le droit d'aller dans la salle de la haute tension pour des raisons évidentes de sécurité. Il est néanmoins tout à fait possible que l'opérateur ait été habilité à pénétrer dans cette salle à haute tension et qu'un espace soit aménagé pour qu'il puisse transmettre les messages. Le manque de précision et de photographie ne nous permet pas d'avoir de certitude sur ce petit détail. Une visite du musée des armées de Paris devrait nous permettre d'avoir un peu plus de précision, mais cela viendra plus tard. L'émetteur dispose d'une puissance de 40 kW environ. Seulement, je vous rappelle, c'est un émetteur à étincelles. La note télégraphique qui arrive au récepteur est de l'ordre d'une centaine de Hertz. Alors pour ceux qui ne sont pas télégraphistes, c'est un son très grave et peu agréable à écouter. Il est également difficile de décoder des signaux avec une tonalité aussi grave et cela favorise considérablement les risques d'erreur. Quand la réception se fait avec un stylet qui enregistre sur une bande de papier, la tonalité est un peu moins importante, mais quand c'est l'oreille humaine qui doit décoder, c'est un problème sérieux. C'est pour remédier à cette difficulté que l'émetteur va évoluer. Alors je vous passe les détails techniques, mais la fréquence d'étincelle sur la nouvelle version passe de 400 à 600 Hz. Cette génération d'émetteurs s'appelle un émetteur à étincelle musicale. Cette amélioration est très appréciée par les sapeurs télégraphistes du génie. La puissance augmente également à 300 kW, ce qui permet de réaliser des liaisons transatlantiques d'excellente qualité. Quelques mois avant la Première Guerre mondiale, les postes télégraphiques qui équipent l'armée ne sont pas encore très répandus, mais les points stratégiques sont reliés au réseau du capitaine Ferrier. Les ordres passent par la TSF. Les bateaux ainsi que les avions sont également équipés progressivement avec des moyens de communication. Du personnel est formé et la TSF s'impose de plus en plus, démontrant son utilité sur le terrain au sein des forces armées. Pendant la Première Guerre mondiale, il est aisé de détecter la position des émetteurs ennemis depuis un avion avec le procédé de la goniométrie.
Plusieurs tentatives de bombardement par des dirigeables seront déjouées grâce à l'interception de messages par la station du Champ de Mars. Pendant la période de conflit, presque tout le monde utilise des émetteurs à arc Poulsen avec des puissances pouvant atteindre 450 kW. Il y a plusieurs anecdotes passionnantes sur le rôle qu'a joué la station de la Tour Eiffel pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas toutes les exposer ici, mais lorsque je vous dis que la tour a joué un rôle capital lors de ce conflit, ce n'est pas anodin. Si ce monument avait été détruit comme c'était prévu, il y a beaucoup de chances pour que l'issue de la guerre aurait été bien différente. Et croyez-moi, je pèse mes mots, j'ai découvert cela pendant mes recherches et je ne regarde plus la Tour Eiffel du même œil. Je pense que je ferai un autre sujet précisément sur l'utilisation de la télégraphie pendant la Première Guerre mondiale. Alors les premiers essais en téléphonie. La transmission de la voix humaine par radio a été un petit peu plus complexe. La télégraphie, c'est juste un signal qui est toujours le même, donc il est facile à transmettre. La voix humaine, en revanche, c'est ce qu'on appelle une modulation de plusieurs fréquences. Et c'est précisément cela qui pose problème. Alors, les émetteurs utilisés jusqu'alors ne permettent pas de transmettre un signal modulé. Même la version à arc Poulsen ou à étincelle musicale, qui permettent une meilleure transmission du signal télégraphique, ne permettent pas en l'état de faire passer la voix humaine. Des essais ont été réalisés depuis 1906, mais sans grand succès. Lee de Forest arrive à réaliser une liaison radiotéléphonique de 56 km avec du matériel téléphonique adapté depuis la Tour Eiffel. Alors, de Forest avait inventé un tube amplificateur nommé l'Audion. Celui-ci aide considérablement la réception des signaux audio sur les récepteurs, mais ce n'est pas encore de la bonne qualité. Cependant, la voie est ouverte, si je peux dire, et pendant la guerre, de nombreux savants et chercheurs développent les lampes, et c'est grâce à cette toute jeune technologie qu'il sera enfin possible d'envoyer de la voix humaine sur les ondes. Au début, les premiers émetteurs à lampe, il n'est pas possible d'obtenir la même puissance que ceux à arc ou à étincelle. Cependant, des émetteurs à faible puissance permettent des liaisons radiotéléphoniques à courte distance de bonne qualité. Après la guerre de 14, à la station de la Tour Eiffel, le colonel Ferrier va lui aussi procéder à des essais de radiotéléphonie. Alors je précise que ce n'est pas une erreur, vers la fin de la guerre, le capitaine est promu colonel. Un émetteur à lampe va être réalisé par le personnel militaire et en 1920, ils parviennent à un émetteur abouti et fonctionnel entièrement à lampe avec une puissance de 800 watts. Alors, c'est peu au vu de la puissance colossale d'un émetteur télégraphique, mais c'est déjà une prouesse technique remarquable pour un émetteur radiotéléphonique. La qualité de la transmission semble très prometteuse, mais il faut encore faire des essais. Cet émetteur est constitué de 4 lampes Guerriot alimentées en parallèle avec une tension de plaque de 2300 volts sur la longueur d'onde de 2600 mètres, soit la fréquence de 115 kHz. La modulation est réalisée grâce à une 5e lampe identique aux 4 autres, mais excitée par un amplificateur téléphonique relié au microphone. Le colonel Ferrier recevait des rapports satisfaisants de toutes les stations du réseau télégraphique sur le territoire et même d'un paquebot qui croisait à 1500 km de la tour. La qualité des essais était encourageante et il décide de passer à l'étape suivante. Alors, pour rappel, à cette époque, bien que les communications télégraphiques fussent sous le monopole de l'État, il n'y avait pas de réglementation sur les radiocommunications et tout le monde pouvait écouter librement les transmissions militaires. D'ailleurs, certains amateurs courageux avaient même le droit d'émettre. Alors pour avoir cette précieuse autorisation, il fallait demander à plusieurs administrations ce qui semblait être déjà à l'époque un parcours du combattant de très haut niveau. Là aussi, par manque de renseignements, il est difficile d'en dire plus, mais cela sera fait dans un autre sujet, après des recherches auprès des archives administratives de Paris. Les premiers essais de transmission en radiotéléphonie font la joie des amateurs, qui s'appelaient d'ailleurs des sans-filistes, et non pas des amateurs ou des radioamateurs.
ils se réunissaient déjà dans des radioclubs pour écouter les premières émissions en phonie. Néanmoins, avant la radiotéléphonie, ils avaient pris le soin d'apprendre la télégraphie morse pour suivre les transmissions militaires. Ça n'était pas interdit, et d'ailleurs, les transmissions militaires sensibles étaient déjà codées, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Les militaires français se savaient écouter, mais ça n'est pas des sans-filistes qu'ils avaient peur. Alors début 1922, le colonel Ferrier fait lire un bulletin météo issu de l'Office national météorologique qui est relativement complet et facile à comprendre par le public. Alors pour rappel, l'objectif du colonel et son équipe, c'est de faire des essais de transmission en radiotéléphonie. La diffusion de la météo par la voix devient très vite populaire et c'est un certain Henri Chéron, ministre de l'Agriculture, maire de Lisieux et sénateur du Calvados, pardonnez du peu, qui trouve un intérêt extraordinaire pour les agriculteurs. À tel point qu'il fait publier dans le journal officiel du 29 juin 1922 une recommandation au préfet pour inciter les municipalités à installer des récepteurs à galène publics et faire prévenir les agriculteurs pour qu'ils puissent prendre connaissance de ces bulletins météo. Après avoir passé un accord avec le colonel Ferrier et l'Office national de la météorologie, à partir du 15 juillet 1922, 3 bulletins météo seront diffusés depuis le poste de la Tour Eiffel à 4h50, 12h50 et 18h10 heure de Paris. La Chambre du commerce demande à son tour la diffusion des cours de la bourse par la TSF. L'administration des PTT passe donc un accord avec le ministère de la Guerre pour l'utilisation du poste émetteur de la Tour. La qualité de la modulation est acceptable mais pas encore parfaite. Et Ferrier va avoir une excellente idée pour procéder à de nouveaux essais. Il va utiliser des acteurs civils plutôt que militaires qui avaient bien d'autres choses à faire. Alors il est vrai que les sapeurs du génie lisaient des bulletins météo, parfois très maladroitement, avec un accent qui semble avoir marqué les esprits. Avant que cela ne tourne mal et pour éviter que son personnel excellent dans son travail, mais pas du tout habitué à parler en public, ne soit la risée des auditeurs, qui deviennent de plus en plus nombreux, il décide d'utiliser des civils, chanteurs, artistes et musiciens pour venir utiliser le micro pendant que l'équipe technique des sapeurs feront les essais de réglage et contrôle que tout se passe bien. Alors l'idée du colonel Ferrier est très bien accueillie par les sans-filistes et de plus en plus de curieux écoutent le poste de la Tour Eiffel. Certains journalistes qui avaient eu l'idée quelques années auparavant de faire des conférences publiques pour lire certains articles de presse ont eu l'idée d'adapter leur projet qui n'avait jusque-là pas abouti à la TSF. En accord avec le chef de la station, ils vont ainsi donner naissance au premier journal parlé au micro du poste de la Tour Eiffel. Ferrier n'avait pas l'intention d'inventer la radiodiffusion, son objectif était tout simplement de faire des essais de transmission en radiotéléphonie sans pour autant utiliser ses effectifs là où ils seraient moins utiles. En 1922, d'autres stations vont fleurir dans Paris. Citons Radiola, la première station privée, puis le poste des PTT qui prendra la relève de la station de la Tour pour la diffusion à destination du public. Il y a un point jusque-là volontairement mis de côté. La station de la Tour Eiffel va également diffuser un signal très utile pour plusieurs services, c'est le signal horaire. Alors c'est à partir de 1910 que la station de la Tour transmet 2 fois par jour, à minuit et à 10h, un signal qui a pour objectif la synchronisation de l'heure. Il faut dire qu'avant cela, c'était un joyeux bazar. Chacun avait l'heure de sa montre et pour prendre le train, c'était pas si simple. Alors bien sûr, il y avait bien un service par téléphone, mais celui-ci n'était pas accessible à tous. Gustave Ferrier met en place un système pour les navires équipés de la TSF et invente une méthode pour transmettre l'heure par la télégraphie. L'automatisation de cette procédure devient très vite une évidence pour obtenir une meilleure précision. C'est un ingénieur français, M. Belin, qui va développer une machine pour piloter l'émetteur télégraphique depuis une horloge. Cette machine va transmettre un signal automatiquement,
sans intervention humaine. En 1913, une conférence de l'heure décide de la méthode de transmission des signaux horaires pour harmoniser les procédures. Et la France était la première en Europe à mettre en place ce système, mais très vite, d'autres pays vont à leur tour se lancer dans l'aventure. Avant de terminer cet exposé sur l'histoire de la radio en France, il y a un homme dont il faut parler. Je veux parler d'un certain Lucien Lévy. Ingénieur diplômé de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, il est affecté comme soldat en 1916 au laboratoire de la radio militaire de la Tour Eiffel sous les ordres du colonel Ferrier. Et il deviendra son bras droit. Après la guerre de 14, il crée les établissements Radio LL, rue de Javel à Paris, et construit des récepteurs de radio qu'il commercialise à partir de 1922. Il déposera 2 brevets, dont un qui va profondément changer le monde de la radio. C'est celui qui lui donne la paternité du super hétérodyne. En 1924, il met au point l'antenne dipôle à feeder. Il va également fonder une station privée sous l'appellation Compagnie nationale de radiodiffusion, Radio LL, en 1926, avec une autorisation temporaire d'émettre. Radio LL existera jusqu'en 1934 où le matériel sera vendu pour devenir Radio Cité. Alors, le super hétérodyne est un principe qui permet à un récepteur de radio d'être beaucoup plus sensible par un ou plusieurs changements de fréquence. Et l'antenne dipôle à feeder, c'est une antenne extrêmement simple qui se compose de 2 pôles, d'un côté positif et un côté négatif. Et le feeder est une ligne d'alimentation composée de 2 conducteurs isolés. En conclusion, le poste de la Tour Eiffel et les travaux du général Ferrier et son équipe ont beaucoup apporté à la radio française. Que ce soit dans les radiocommunications ou la radiodiffusion, ces pionniers ont tout inventé en partant de pas grand-chose. Il est important de connaître ces parcours fabuleux pour nous qui, aujourd'hui, profitons et aimons la radio. Sans ces pionniers et leur extraordinaire génie, notre vie moderne serait bien différente. Personnellement, j'ai du mal à imaginer que ces grands noms qui ont marqué leur époque et bouleversé nos vies passent aujourd'hui dans l'indifférence totale. Nous aurions bien du mal à nous passer de la radio sous quelque forme qu'elle soit. Il y a beaucoup à dire et à raconter sur l'histoire de la radio. Il y aura donc une ou des suites. Alors, radio ou TSF ? La TSF fait référence à la télégraphie sans fil, donc aux communications. Même si à une époque comprise entre 1921 et 1925, les récepteurs permettaient de recevoir les transmissions télégraphiques militaires et la radiodiffusion. Le terme radio fait bien référence à la radiodiffusion. Les abus de langage et les mauvaises habitudes ont fait le reste.